Bonsoir à tous, il est 19h50. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, on y vit la peur dans le ventre des brigands ayant imposé leur loi et une conduite à tenir. Le quartier Bobongo, dans l'arrondissement de Douala 3e, est un terreau fertile aux agressions, cambriolages et autres. Les responsables de ces actes connus et malheureusement protégés par peur de représailles. Nous vous amenons dans cette sorte de no man's land qui fait peur dès le début de ce journal. À la une également ce soir, alerte au coronavirus à Douala. Plus de 10 nouveaux cas de cette maladie détectés dans la métropole économique en quelques jours seulement. La résurgence du choléra fait perdre le sommeil aux autorités de la ville. Les populations réchignent toujours à se plier à la campagne de vaccination initiée pour limiter la propagation de la maladie. Dans l'actualité également ce soir, comment occupent-ils leur congé scolaire ? Ces élèves en vacances de Pâques passent par diverses fortunes en attendant le retour à l'école, entre ceux pour qui l'école continue à la maison, ceux qui s'adonnent aux activités commerciales et ceux qui observent un réel repos. Nous sommes allés voir pour vous. Et il est incontestablement la vedette de ces 2 derniers jours dans le monde et encore plus au Cameroun. Francis Ngannou sur le toit du monde. Le champion du monde de MMA suscite des vocations au Cameroun à travers son sacre. Comment cette victoire a-t-elle été accueillie par la presse camerounaise? Et pour ceux qui se posent des questions sur cette discipline, nous avons des réponses pour vous ce soir. Voilà pour le sommet. Bienvenue au 19h50. Je vous amène dès l'ouverture de cette édition au quartier Bobongo 2, une localité de l'arrondissement de Douala 3e. Un quartier où les hors-la-loi se sont établis en maîtres, vols, agressions, meurtres. Les jeunes brigands sont pour la plupart des visages connus et protégés par peur de représailles par des habitants. Et malgré les groupes de comités de vigilance institués par le chef de quartier, cette zone doit son réveil et coucher au groupe de malfrats qui dictent leurs lois. Samuel Baïa, Stéphane Binac y était cet après-midi. Bobongo 2, territoire de Douala 3e. Un petit paradis à la quiétude perturbé par des brigands. Des visages pourtant connus dans le quartier qui bénéficient de la protection des habitants. Les enfants du quartier. Le premier jour, je sors avec eux, on met le fil, on annonce dans tout le village, dans tout le quartier que la sécurité est mise sur pied. Mais désolé, le deuxième jour, quand quelqu'un dit que je prends ici, c'est lui-même qui casse la même boutique. À l'intervalle de 2 mois, 2 meurtres et plusieurs agressions ont été enregistrés. Dans cet état où la sécurité est légère, l'on se promène la peur au ventre. Les cas d'agression, les cas de vol, et pas les petits brigands du quartier. Donc depuis 2 semaines, après 2 semaines, environ que le comité de vigilance est là, ça a essentiellement changé. Les comités de vigilance installés troublent le jeu. Ses membres sont en grand nombre des repris de justice. Vraisemblables, fidèles à leurs vieilles habitudes. Le chef du quartier Bobongo 2 aurait-il peur de les dénoncer? Les gars ont miné tout le secteur. Ils ont un système que quand la sécurité s'installe, ils savent que c'est grave, chacun cherche à dégager. Débordé par la situation, un jeune nous sert une réponse nuancée. Mais dit que nous avons des bandits de grands chemins, des brigands qui sont parfois taxés de population, nous n'avons pas cela à Bobongo. Nous avons un problème à Bobongo concernant la sécurité, c'est notre propre sécurité. Nous-mêmes, nous concernons nos problèmes de sécurité, nous les gérons à notre petit niveau. Mais des meurtres que nous avons à Bobongo parfois, ce sont des personnes qui ont été agressées, qui, voulant se défendre, se retrouvent poignardées et viennent par ce coup mourir dans notre quartier. Bobongo 2
Est-il une terre déjà conquise par les réfractaires à la loi? Près des postes de police et brigades, la population espère peut-être imminente une réponse proportionnelle aux attaques. Je le disais également, titre, le choléra est de retour dans la ville de Douala et pour être à l'abri de cette maladie, il faut absolument se faire vacciner. Malheureusement, ils sont encore nombreux à être réticents à cette campagne de vaccination initiée par les autorités sanitaires de la ville de Douala. Pour montrer le bon exemple, celles-ci ont reçu leur dose dans le cadre du second tour de campagne de vaccination contre cette maladie il y a quelques jours. Mireille Flore de Fofotso et Marius Kossou les ont suivis. Des habitations à proximité des lieux insalubres, un environnement propice au développement du choléra. Nous sommes ici au quartier Mamanda, dans l'arrondissement de Douala 4e. L'un des foyers de choléra dans la ville de Douala. Avec la vaccination, les populations sont en l'abri. Plusieurs bénéficient du vaccin contre le choléra. C'est dans le cadre de cette campagne organisée par le ministère de la Santé. Je vais aussi prendre mon vaccin pour vous montrer que les vaccins sont sains et ça permet de protéger nos populations. On doit lutter massivement contre le choléra qui est en train de décimer des villes dans la région du littoral et plus particulièrement dans le district de santé de Bonasama. Donc je vais prendre ma part. Merci. C'est pour interpeller tout le monde à faire la même chose comme nous. Vu la réticence de certaines personnes face au vaccin, le chef de ce quartier est obligé de sensibiliser ces derniers sur la nécessité d'accepter le vaccin. Je suis donc sorti pour montrer l'exemple aux populations que c'est bon à se vacciner. C'est bon à prévenir les maladies que d'être malade et de passer de l'argent, peut-être mourir à cause de ça. C'est pour ça que j'invite tous les chefs de bloc de se faire vacciner et faire vacciner leur population. Parce que vous ne pouvez pas diriger une population qui est malade. Précisons que cette campagne de vaccination rentre dans le cadre de la seconde phase de lutte contre le choléra. C'est l'occasion pour les officiels de prêcher par l'exemple. Plusieurs ont reçu leur dose de vaccination. Donc nous voyons que le chef de bloc numéro 30 du choléra au Covid-19 dans la liste des mesures gouvernementales pour venir à bout de la pandémie à coronavirus figure en bonne place l'interdiction des surcharges dans les véhicules et autres engins roulants. Mais la pratique se poursuit sans aucune gêne dans plusieurs véhicules à usage taxi dans la capitale camerounaise. Mais qu'est-ce qui justifie cet entêtement malgré les sanctions annoncées par le ministère des Transports allant du paiement d'une amende jusqu'à l'emprisonnement? Karel Mezatia Choya et Constant Kanga ont tenté de comprendre ce phénomène. Les vieilles habitudes ont la peau dure et ça se confirme encore aujourd'hui. Les surcharges se poursuivent dans les véhicules à usage de taxi, malgré l'interdiction du gouvernement. Nous avons fait le constat en baladant notre caméra dans certains quartiers de la ville de Yaoundé ce début d'après-midi. L'une des mesures barrières pour endiguer la Covid-19, balayée d'un revers de main pour plusieurs raisons. Les Africains sont socialement parlant très proches de l'homme. C'est une tradition africaine. Autre raison, évoquée cette fois-ci par le président national des employés du secteur des transports terrestres du Cameroun. Il se trouve que les Camerounais payent mal le taxi. Voyez-vous, journellement, sur 100 clients, vous aurez facilement 70 qui auraient payé, n'est-ce pas, au rabais le prix du taxi. Ce qui fait que les taximens pensent qu'il faut donc surcharger pour compenser le manque à gagner qui a été produit par certains Camerounais. La deuxième explication, c'est qu'ils disent qu'en fait, quand même ils ne surchargeraient pas, ils sont tenus par le prix du carburant qui est très fort. Voyez-vous, 630 francs le litre de carburant, ce n'est pas évident. La baisse du coût du litre du carburant pourrait peut-être contribuer à mettre un terme à la surcharge, déjà ancrée dans les mœurs de la population. Dans d'autres pays, le gouvernement subventionne des activités comme le transport urbain par taxi. Donc normalement, l'État devait tout faire pour les aider dans ce sens-là, pas de subvention. Ou bien on peut baisser le carburant pour ceux qui font le transport urbain par taxi à titre onéreux, le transport à titre onéreux. Une main plus ferme des décideurs publics en ce qui concerne spécifiquement les sanctions de tous les usagers qui se laissent aller à cette pratique au risque de se faire contaminer ou infecter son voisin aussi serait d'un grand apport. Il faut que ces amants, qu'on paye les amendes. Si on commence à le faire, ce serait une éducation un peu avec la force. Mais il faut aller dans tous les moyens. L'autodiscipline également primordiale dans cette aventure dangereuse avec le coronavirus.
Parlons de rentrée scolaire pour le compte du troisième trimestre qui se prépare déjà dans plusieurs établissements scolaires de Yaoundé. Ces congés de Pâques donnent l'occasion aux enseignants de renforcer les capacités de leurs apprenants, surtout ceux en classe d'examen. Cas pratique dans un établissement de Yaoundé avec Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Sassé. Ici, des cours théoriques de chimie. Là, des démonstrations pratiques en laboratoire. C'est juste une réaction pour identifier un changement de couleur de violet, qui est la couleur du potassium, à une couleur transparente, qui sera la couleur à la fin du test chimique. Donc pour cela, nous allons dissoudre le fer oxychlorique dans de l'eau, dans un récipient, et nous allons y ajouter du potassium de permanganèse. Voilà à quoi ressemblent les congés des élèves en classe de OPA 6 de cet établissement scolaire à Yaoundé. Eux ainsi que leurs camarades des autres classes d'examen sont en stage bloqué. Une seule pensée les anime, obtenir avec brio leur examen de fin d'année. Je pose le GC élève l'année-ci et je voudrais bien, en fait je vais l'avoir en fait l'année-ci, donc on met les efforts et tout. Avec l'aide des professeurs, on réussit à s'en sortir, on se bat. My target is to have my GC advanced level since I've just wrote the regional mock and I've seen the difficulties I had in some subjects, so I'll put much more effort to prepare much more for my GC advanced level. Pour les patrons d'établissements et enseignants, c'est l'heure de maximiser avec les travaux dirigés, vu qu'une bonne partie des programmes s'est vue amputée à cause des restrictions liées au Covid-19. J'ai décidé de garder tous les enfants qui composent la terminale et la première pour qu'ils puissent avoir plus de notions pour affronter le troisième trimestre. Vous savez que ce trimestre n'est pas très long et de ce fait, tous ces enfants sont encore là. D'autres sont au laboratoire, d'autres sont dans la salle informatique. Ils s'attellent à mieux travailler pour affronter l'examen avec un moral très haut. Ces congés de Pâques marquent un tournant décisif dans la préparation des examens de fin d'année. Là, c'était les enfants de Yaoundé. Allons voir ceux de l'arrière-pays. Du sud, précisément, on les voit individuellement ou par petits groupes dans les rues de la capitale régionale du sud. Des élèves reconvertis dans le petit commerce, le temps des vacances, comme vous pouvez les voir sur ces images tournées dans la ville d'Ebolova cet après-midi. Des activités pour lesquelles plusieurs se sont habitués au fin d'aider les parents à régler leurs tranches restantes de scolarité. À côté des petits marchands, ceux dont les coûts de rattrapage ont privé les congés de Pâques. Comment s'occupent les enfants pendant les congés de Pâques à Ebolova et dans le sud en général? La réponse avec Ambroise Foguet. Vacances de Pâques. Sous d'autres cieux, c'est un moment de break de l'activité cognitive. Sous nos latitudes, à l'observation, on en est très loin. Du moins, pour une majorité de scolarisés. Les congés au Cameroun sont occupés, mais à tout sauf un repos estival. Début des congés du deuxième trimestre à Ebolova, des enfants en quête de survivance semblent dans leur biotope. Élèves pour la plupart et côtoient les rues comme des poissons dans l'eau. J'ai commencé avant le congé quand on nous a donné les congés de Pâques. Je vends les mangues pour aider ma maman et pour avoir de l'argent. Je l'ai pour payer mon école. Pour certains parents, et même ces gamins à l'orée de l'adolescence, mais déjà adultérés par le dénuement, les concepts tels travail des enfants ne semblent guère écrits pour l'Afrique d'en bas. Je vais faire tout ça parce que à la rentrée, ma mère ne dépense plus d'argent. L'argent ne se mélangeait pas, fini de payer. Mais nous sommes en Afrique, nous sommes obligés, heureusement les enfants eux-mêmes, ils sont enthousiastes à mener des petites activités économiques, commerciales pour permettre que nous puissions justement arrondir les fins de mois, mais également finaliser leur scolarité. Dans cette école catholique par exemple, les travaux dirigés de congés cherchent à mettre à niveau ces élèves de première F3 en désamour avec la langue de Vogela. Si quelques privilégiés de bonne famille peuvent jouer au baby-foot, la plupart des élèves en congé mettent la main à la pâte. Coiffeuse, meunière, et la liste est longue. Les idées fusent, et même chez les plus petits. Ne pas déranger s'il vous plaît. À Ebolova, les vacanciers sont occupés. Et ça se voit. Ce lundi marque l'entrée de la semaine dans la semaine sainte. Le temps a été donné hier par le dimanche des Rameaux. Un moment pour les chrétiens de se tourner vers la croix pour bénéficier de la grâce divine. Pour la symbolique de ce moment important dans la vie d'un chrétien, je vous propose d'écouter Serge Evina, assistant du superviseur provincial de la communauté de la procure de Douala. C'est dans cet extrait sélectionné par Lille Piedjou et Stéphane Binac.
Nous arrivons à Pâques, c'est que nous avons fait un cheminement de 40 jours de carême. C'est comme une préparation, un galop d'essai, un entraînement où on doit se surpasser comme chrétien, où on observe et on regarde les éléments les plus fragiles, là où dans notre vie nous sentons toujours en position de faiblesse, et le carême nous aide à dépasser ces faiblesses de notre quotidien. Et lorsqu'on célèbre Pâques, la victoire de la vie, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de notre Seigneur sur la mort, nous célébrons aussi notre propre victoire sur ces différents éléments qui, généralement, sont un frein à notre quotidien, sont des obstacles à notre épanouissement. Donc, c'est l'occasion de nous donner, de célébrer la vie que nous avons reçue de Dieu. C'est l'occasion qu'il nous est donnée pour aussi célébrer notre victoire sur nos différentes faiblesses humaines. L'armée camerounaise communique après les événements survenus dans l'extrême nord du Cameroun dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Le ministre délégué à la présidente, le ministre de la Défense justement, communique la localité de Dabanga, située sur la nationale numéro 1, précisément sur le tronçon Ouaza-Kousséri, département du Logon-et-Chari, a fait l'objet d'une attaque de la secte islamiste Boko Haram dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021. Attaque menée par plusieurs centaines d'hommes lourdement armés évoluant à bord de véhicules tactiques légers et de motocyclettes. Au terme de plusieurs heures de combat acharnés, les assaillants seront mis en déroute et plusieurs de leurs équipements et armements récupérés. Le bilan provisoire à date de cette macabre expédition fait état de 3 morts, et dont 1 militaire et 2 civils, 2 militaires blessés, dont un évacué à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena au Tchad pour une prise en charge neurochirurgicale d'urgence, un véhicule blindé partiellement endommagé, 10 boutiques et un camion transportant de la marchandise incendiée. Côté ennemi, plusieurs assaillants neutralisés, dont 3 corps abandonnés et les autres emportés pendant le repli des terroristes. 6 véhicules tactiques immobilisés également, plusieurs armes et accessoires d'armement récupérés. Les troupes restent en alerte maximale, écrit Cyril Atonfak Nguemo, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Les troupes restent donc en alerte maximale dans toute la région de l'extrême nord pour continuer à faire efficacement face aux assauts de l'hydre Boko Haram dont les manifestations restent récurrentes. C'était donc une communication du ministère de la Défense. Et pendant ce temps, des magistrats, des militaires et administrateurs civils se ressourcent à l'École nationale d'administration de la magistrature à Yaoundé. Ils partagent expérience et connaissances sur les notions de bonne gouvernance dans la gestion du terrorisme avec ancrage sur l'accès à la justice. Une formation organisée par l'école avec la participation de plusieurs administrations et l'ambassade des États-Unis. Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Sassé pour plus de précisions. Il fallait peut-être ramener administrateurs et magistrats d'aujourd'hui à l'école qui a été la leur hier, au nom du droit à la justice en contexte de lutte contre le terrorisme. Ici au campus de l'ENAM, pendant 2 jours, ils revisitent et partagent leurs expériences sur le diptyque Justice et terrorisme, acte 2 d'un séminaire de formation. Ça nous arrange, pourquoi? Parce que si nous faisons l'évaluation de la première phase, on se rend compte que nos magistrats ont reçu des formations nécessaires pour améliorer la gestion du terrorisme sur le plan purement judiciaire. Toutes des administrations de la chaîne de distribution de la justice réunies autour d'experts d'horizons divers sous l'encadrement de l'ambassade des États-Unis. Donc pour nous, c'est très important de dire que la lutte contre le terrorisme continue, n'est-ce pas? C'est une lutte qui est très très grande. Donc il est très nécessaire de chercher comment nous pouvons aider toutes les autorités, toutes les magistratures pour faire plus pour le peuple qui habite dans la région de l'extrême nord. Cible majeure, cette région de l'extrême nord, dont les populations ont le plus fait les frais du terrorisme. Et l'ENAM envisage à partir de cette série de formations, capaciter même les actuels élèves. Nous avons nourri un curriculum de formation sur la lutte contre le terrorisme qui sera dispensé à partir du second semestre. Nous projetons également un séminaire sur 1 semaine pour, n'est-ce pas, adresser ces problématiques-là. Je dis bien cette fois-là à l'intention de nos élèves qui sont encore ici à l'école. L'objectif global de ces approches
armer les anciens et actuels élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature face à la délicatesse de la garantie de l'accès à la justice en contexte de terrorisme. De la politique dans le sport à présent, porté à la tête du réseau parlementaire pour le sport, Cabral Libye veut imprimer sa marque dans cet univers qui connaît régulièrement des troubles. Le passionné de sport et ses camarades parlementaires veulent voir les Camerounais en joie, comme c'était encore le cas hier avec la victoire de Francis Ngannou, ceci en dépit des difficultés que connaissent nos réseaux parlementaires. Delphine Fonkoutene et Serge Alonziebou sont allés comprendre pour nous. Si Francis Ngannou vient à nouveau de faire flotter le verre rouge jaune encore plus haut, à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, à de milliers de kilomètres de là, Cabral Libye pense déjà remporter le combat de la création de nouveaux champions au Cameroun. Le travail que vous feriez sur M. Ngannou, très vite même beaucoup de gens qui pensent que la seule voie qui existe c'est le football comprendraient qu'ils peuvent aller de l'autre côté. Le sport camerounais doit se démarquer à travers le monde. Un vœu ardent du réseau des parlementaires pour le sport. Le cas football inquiète à la veille de la CAN. Il y a une question organisationnelle aujourd'hui de l'activité footballistique. Il y a une question de gouvernance de l'activité footballistique. Où sont les valeurs de l'olympisme aujourd'hui dans le football? Créé en 2015 par Asiga Anda, ancien député RDPC Fundi. Le REPS a à sa tête depuis le mois dernier le député PCR Aignan Ekele, qui rêve grand pour le sport camerounais. Il faut que nous travaillons d'abord pour que le sport, d'abord le talent soit détecté et que les gens gagnent leur vie avec le sport. Pas que pendant que les autres bossent, les autres vivent avec. Le peuple camerounais croit dur comme fer en la puissance de la trentaine de réseaux que compte le Parlement. Les résultats de leurs actions sur le terrain sont remarquables. Quand vous prenez un réseau comme le Repas, c'est que ce réseau a déjà fait, c'est merveilleux en termes de reboisement, en termes de l'amélioration des normes dans la gestion des forêts et de l'environnement au Cameroun. De bons points pour les réseaux parlementaires qui font face au quotidien à des difficultés d'ordre matériel et financier. Parfois, quand ces réseaux vont auprès des opérationnels privés, eux aussi, ils redoutent que non, si le parlementaire s'implique, c'est pour voir comment on triche, peut-être pour dénoncer. Malgré tout, les parlementaires s'accrochent. Cabral et ses camarades, passionnés de sport, entendent d'ailleurs y impulser un souffle nouveau. Restons avec le sport et avec Francis Ngannou. Un jour après le titre de champion du monde obtenu par notre compatriote à Las Vegas aux États-Unis, les experts de la discipline au Cameroun que nous sommes allés rencontrer cet après-midi reviennent sur cet exploit de la nuit de samedi à dimanche dernier. Ce succès donne l'occasion justement de faire un appel au gouvernement, lancer un appel à l'endroit du gouvernement pour mettre les projecteurs sur cette discipline toujours pas très connue jusqu'ici au Cameroun. Marc Chameau et Thierry Nana. Francis Ngannou, champion du monde de MMA, c'était tout simplement inévitable. Pour un athlète de son niveau, être dans cette très grande organisation, être craint de tous et ne pas avoir la ceinture autour de la taille, c'était un véritable problème. Je pense même que c'était un calvaire. L'approche utilisée par le champion camerounais de 34 ans pour venir à bout de Stipe Miocic a été bien ficelée. En janvier 2018, lorsqu'il rencontre Miocic pour la première fois, il lui a manqué un peu d'humilité, le respect des consignes sans doute aussi, et surtout, on va dire ça, l'expérience pour le battre, pour comprendre comment est-ce qu'on bat un champion, comment est-ce qu'on détrône un champion. On ne détrône pas un champion en jouant avec lui ou en le minimisant. Et il a bien compris la leçon. En termes de technique, il a travaillé davantage. Il a développé son combat debout, son combat au sol à perfection. Ce succès est une occasion rêvée de faire la promotion du MMA au Cameroun. Une discipline qui n'a toujours pas de fédération, mais simplement une ligue. Il y a également des incrédules, ceux-là qui avaient toujours eu l'impression que la pratique du MMA était réservée aux délinquants, que non, loin s'en faut. Ils ont eu le résultat dimanche dernier. C'est enfin l'occasion de donner la possibilité aux autorités sportives camerounaises de jeter un regard très très particulier sur le MMA camerounais qui, faut-il le dire, commence à avoir pignon sur eux. Attendons de voir l'accueil qui sera réservé aux champions du monde dans son pays natal. Et l'on saura à ce moment si les lignes commencent à bouger pour le MMA et les sports individuels en général. Et en attendant de vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'exactement le MMA,
Parlons de cette presse camerounaise. A-t-elle boudé la victoire de Francis Ngannou? Eh bien, la question se pose depuis ce matin. Sur la trentaine de tabloïds parus ce lundi, moins de 10 journaux font écho de ce sacre. Véritable paradoxe si on s'en tient aux réactions des Camerounais sur la toile après ce combat principal à l'UFC. Lille Piedjou et Joseph Wapo. Mutations et défis actuels s'inclinent devant la victoire de Francis Ngannou. Ces deux journaux ont consacré entièrement leur ventre au nouveau champion du monde des poids lourds. Mutation présente Ngannou comme The King, avec une image qui le propulse sur le toit du monde. Quant au journal Défis actuels, Francis Ngannou, c'est tout simplement le champion du monde. Ce qui suscite interviews, réactions et images de ce combat principal de l'Ultimate Fighting Championship entre Francis Ngannou et son adversaire Stipe Miocic. Pour ne pas rester en marge de cette actualité, d'autres journaux ont préféré mettre cette victoire de Francis Ngannou comme le cheval de leurs journaux. C'est le cas de Cameroun Tribune. L'anecdote. Le Jour et de Guardian Post. Pour le reste, c'est un non-événement. D'autres informations sont susceptibles de mieux vendre leurs journaux. Sur la trentaine de journaux parus ce matin, moins de 10 saluent l'exploit accompli par ce prédateur. Un véritable contraste au regard des messages de félicitations de ses frères et sœurs camerounais enregistrés depuis hier sur la toile. En titre, ils ont en moyenne 6 et 15 ans. Ils rêvent déjà de faire carrière dans les arts martiaux mixtes. Et depuis le sacre de Francis Ngannou, ces combattants en herbe sont plus que jamais déterminés, plus déterminés qu'auparavant d'ailleurs. L'exploit de l'enfant de Bati est venu transformer quelque chose en eux. Des jeunes sur les traces de Francis Ngannou, c'est un reportage d'Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault. Séance d'entraînement particulière pour des enfants passionnés par les arts martiaux mixtes. Ces jeunes combattants de MMA transpirent l'effort d'une discipline qui demande force et technique. Alexandro, 13 ans, et Godwin, 14 ans, sont des mordus de la discipline. Ils pratiquent ce sport de combat depuis l'âge de 5 ans. J'aime bien boxer. Les techniques, oui, j'aime aussi les techniques. Et c'est une très bonne discipline. Godwin, lui, très sérieux à l'entraînement, est plus que jamais motivé à atteindre ses objectifs depuis la victoire de son idole Francis Ngannou face à l'Américain Stipe Miocic. Ça m'a vraiment encouragé. Et j'ai décidé à pratiquer ce sport. Bon, je vais m'entraîner dur parce que tu ne peux pas t'élever un matin, que tu dis que tu vas être comme Francis Ngannou sans t'entraîner. Bon, j'ai décidé de bosser dur pour ça. Travailler dur comme Raïma, 15 ans, qui rêve déjà grand. Ouais, c'est devenu champion du monde et même dans ma catégorie. Les performances de Francis Ngannou m'a permis de bien travailler. Cette pépinière de talent est encadrée par l'association Gamma et dirigée par un ancien champion de MMA du Cameroun. Francis Ngannou! Eh bien, ça fait plaisir. Le Camerounais Francis Ngannou, grâce à son titre, vous le voyez, le champion du monde de poids lourd a permis à ses compatriotes de découvrir le mixed martial arts, ce sport de combat totalement inconnu jusqu'ici par la plupart des Camerounais. Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault nous font découvrir cette discipline dans cet élément. Deux combattants enfermés dans une cage pour un combat libre. Le nom de la discipline, MMA, les arts martiaux mixtes. Un sport de combat où la lutte au corps à corps et le pugilat sont les rois. Le MMA est davantage une technique de plusieurs disciplines. La lutte gréco-romaine, le judo, le kickboxing, le muay thai. Donc, ce sont des techniques de toutes ces disciplines qui sont mises dans une seule discipline qu'est le MMA. Il existe le MMA amateur et le MMA professionnel. Les deux sont encadrés par quelques règles. Donc, tous les coups sont permis. On a l'habitude de dire tous les coups sont permis. Mais en fait, on ne peut pas donner des coups dans les parties. On ne peut pas donner des coups au niveau de la nuque.
derrière le dos. Les combats se font debout et au sol. Le principe du combat est de gagner soit par soumission, c'est-à-dire par étranglement ou par prise de douleur, ou par point. Les Lions indomptables s'apprêtent à recevoir le Rwanda demain à 20h à huis clos au stade de Japoma compte tenu des restrictions au Covid-19. L'occasion de tourner l'épisode sombre du Cap-Vert est finie. Ces éliminatoires de la CAN en beauté dans un joyau architectural où ils vont se produire pour la première fois. L'avant-match de ce Cameroun-Rwanda dans cet élément que signent Marc Chouamou et Joseph Rosier-Foipon. C'est en toute décontraction que les Lions indomptables abordent l'ultime journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 face au Rwanda ce mardi. La page noire du Cap-Vert a semble-t-il été tournée au regard des souris affichés à la séance d'entraînement. Muminga Mala et ses coéquipiers sont subjugués par la beauté du stade de Japoma où ils vont se produire pour la première fois. C'est dingue, c'est trop bien. C'est trop plaisir de voir que le Cameroun a évolué à ce point. Et la pelouse est aussi incroyable. Le sélectionneur Antonio Conchechao devra opérer quelques changements face à une équipe qu'il a battue en match aller 1-0 sur une réalisation de Muminga Mala à la 70e. Une équipe du Rwanda qui aura certainement à cœur de montrer un autre visage avec l'enjeu de la qualification en ligne de mire. Les Amavubi restent d'ailleurs sur un succès face au Mozambique 1-0 vendredi dernier, ce qui leur permet de faire cette lutte à distance pour la qualification avec le Cap-Vert. Le Cameroun est la dernière équipe à avoir fait chuter le Rwanda depuis quelques mois. On s'attend à une rencontre très disputée ce mardi à 20h au stade de Japoma et surtout sans spectateurs. Restriction Covid-19 oblige. Toujours en sport, depuis sa montée en Ligue 1, Stade Rennais FC de Melon gagne difficilement ses rencontres à domicile. Les supporters s'interrogent sur ce qui ne va pas exactement et pourtant l'équipe allait très en forme si l'on s'en tient aux performances des joueurs sur le terrain lors des entraînements, aussi l'innovation des conditions de son aire de jeu, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les résultats devraient plutôt être satisfaisants, or que non jusqu'ici. Focus sur Stade Rennais FC de Melon. C'est un reportage signé Arnaud de Varionda et Luciano Dodonjaku. Des pénaltys ratés, des actions de but stoppées net par le gardien adverse. Stade Rennais FC sombre. Pourtant, sur le plan technique, le club mythique de Melon a tout pour gagner à domicile. Il y a le jeu, il y a les occasions, mais c'est le but qui manque. Donc, on va aller chercher nos points à l'extérieur et on va considérer, n'est-ce pas, le domicile comme l'extérieur et l'extérieur comme le domicile. Une défaite de plus, difficile à digérer pour les habitants de la ville de Melon, telle une pilule amère. Alors qu'auparavant, n'importe quel club avant d'arriver à Melon, il savait qu'il vient au moins prendre le nul s'il fait beaucoup. L'année passée, on perdait les matchs à domicile ici à cause du stade. Mais à l'heure actuelle, le président a arrangé le stade à 90%. Donc nous, on ne sait pas ce qui se passe. Certes, le football n'est pas une science exacte. Le problème du Stade Rennais se trouverait au-delà des aires de jeu, affirme certains supporters. Nous pourrons demander aux anciens que non, s'ils sont fâchés contre nous, qu'ils font évoluer notre équipe. Grâce à ces stades et grâce à l'équipe, Melon s'est réveillé, on connaît Melon de partout maintenant. Surtout que nous sommes tous bantous, on connaît des choses comme ça. Depuis sa montée en Ligue 1, Stade Rennais gagne difficilement dans son propre stade. Loin d'être un paradis, peut-on dire que le stade municipal de Melon est un cimetière pour l'équipe mythique de la Cité du Café. En tout cas, la prochaine rencontre à domicile face à Edinsport de la Léquier nous le dira. Ici, au stade municipal de Melon, pour Canal 2 International, Luciano Dodonjaku et Deva Rionda. Merci Devario. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, élu en décembre dernier, prend officiellement fonction demain 30 mars 2021. La cérémonie d'investiture a lieu à Bangui, la capitale centrafricaine. Faustin Archange Touadéra prêtera serment devant de nombreux chefs d'État invités pour assister
En ce moment solennel, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, sera représenté à cette cérémonie par Joseph Diongouté, le premier ministre du Cameroun, qui est déjà en terre centrafricaine pour cet événement prévu demain à Bangui, la capitale centrafricaine. À 2 semaines de la présidentielle du 11 avril prochain au Tchad, les manifestations s'intensifient pour faire barrage au 6e mandat du président sortant Idriss Déby Itno, alors que des opposants dénoncent l'usage des moyens de l'État et l'omniprésence du parti au pouvoir sur le terrain de la campagne. L'équipe de campagne du président sortant y voit des arguments des adversaires mal préparés pour le challenge. Ces derniers jours ont été marqués par la répression policière contre de nombreux manifestants. Monique Naossi-Fosso et Joseph Wapon pour les précisions. Du gaz lacrymogène tiré de part et d'autre par la police tchadienne pour tenter de démobiliser les manifestants contre un 6e mandat d'Idriss Déby Itno à la tête du Tchad. Des dizaines de personnes interpellées, dont les chefs des partis politiques de l'opposition, des artistes et militants de la société civile. Ceux arrêtés ont été tous relâchés. Idriss Déby, candidat du MPS, a pris le pouvoir en 1990 après un coup d'État contre Hissène Habré. Des jeunes manifestants demandent au président sortant de céder la place à un autre Tchadien pour avoir reconnu qu'il a failli dans les domaines névralgiques du pays. Cela fait 8 semaines que les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile appellent à manifester pour barrer la voie à la quête d'un autre mandat par le président sortant. L'autre plainte, c'est la confiscation de la campagne par le MPS d'Idriss Déby. Sur les 10 candidatures officielles validées par la Cour constitutionnelle, 3 opposants se sont retirés de la course. Un 4e, Baïmon Guedbaï, a suspendu sa participation de la campagne en dénonçant un système qui favorise le candidat Idriss Déby. Le parti du président sortant parle d'un procès d'intention. Outré, Jean-Bernard Padaré, le porte-parole de la campagne d'Idriss Déby, réagit en ces termes. S'ils n'ont pas la capacité de mailler tout le territoire national, c'est leur problème. Nous avons tous le même temps d'antenne dans tous les médias. Et selon le politologue Tolde Garlem, l'omniprésence du parti d'Idriss Déby Itno s'explique par l'absence des principaux opposants tels Saleh Kebzabo ou encore Garlé Yoronga. En dépit de la 3e vague de Covid-19 qui déferle au Royaume-Uni avec plus de 30 millions de personnes vaccinées, l'accélération de la vaccination semble permettre à la Grande-Bretagne de voir la lumière au bout du tunnel avec un début de déconfinement ce lundi, comme vous pouvez le voir ici. Mais le Premier ministre Boris Johnson a averti qu'il restait des questions sans réponse sur l'impact que la 3e vague aurait sur le Royaume-Uni. Maurice a ici pour plus de précisions. La plus célèbre mosquée de la ville de Londres a été transformée en centre de vaccination depuis quelques semaines. Le pays de la Reine poursuit sa campagne de vaccination. À noter que plus de 30 millions de personnes ont déjà été vaccinées à ce jour. Le pays dépasse de loin les voisins européens avec plus de 57% d'adultes partiellement vaccinés. Certaines mesures de restriction seront levées dès ce lundi, à savoir les sports en plein air et les rencontres de groupes de 6 personnes. Cependant, le gouvernement reste tout de même prudent, notamment pour les voyages internationaux. Il est clair que les voyages internationaux posent problème. Il suffit de regarder sur le continent et de constater l'augmentation de taux de contamination chez bon nombre de nos voisins les plus proches. Nous espérons que cela ne se produira pas cette fois-ci, en raison de nos progrès en matière de vaccination, mais nous devons être prudents à ce sujet. Le Premier ministre Boris Johnson, pour sa part, a déclaré que sa feuille de route pour sortir du lockdown en Angleterre était toujours sur la bonne voie. Je veux pouvoir descendre dans la rue prudemment, mais irréversiblement. Je veux boire une coupe de bière dans un pub. Et dans l'état actuel des choses, je ne vois absolument rien qui pourra me dissuader de continuer sur notre feuille de route pour la liberté. Pour le moment, le retour dans les pubs pour de nombreux Anglais est sur une bonne voie. Mais avant que les coupes de bière puissent à nouveau être servies, le vaccin devrait se montrer gagnant face aux variantes émergentes. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne et je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir.